Et puis il y a des enzymes qui vont avoir pour fonction de transformer des composés en d'autres composés. Donc nous, là, on va s'intéresser un petit peu à des techniques qui peuvent servir à les étudier, voire à essayer, puisqu'on est dans un contexte médical, à essayer d'aller inactiver les protéines de micro-organismes, par exemple, dont tout le monde sait qu'ils peuvent conduire à des infections, parfois mortelles, et que dans le contexte de la résistance de plus en plus importante aux antibiotiques, eh bien, on a intérêt à prendre les choses bien dès le départ et arriver à limiter le nombre de germes qu'il y a au départ. Parce que plus il y en a au départ, statistiquement, quand on met en place des techniques de stérilisation, eh ben, on va diminuer d'un facteur 1 million, par exemple, le nombre de germes. Alors si vous avez 1 million de germes, vous stérilisez, ben, vous n'en avez plus à la fin, mais si vous avez 10 millions de germes, ben, il va en rester 10 à la fin. Donc vous ne les avez pas tous éliminés. Et donc on a intérêt à parfois utiliser des techniques très simples, très anciennes, mais qui vont permettre de lutter contre ces agents pathogènes. Alors, si on revient un petit peu au cours, dénaturation. C'est défini comme étant la perte d'activité biologique d'une protéine, et cette perte d'activité biologique, elle est liée à une altération de sa conformation native. La conformation native, c'est la conformation tridimensionnelle que la protéine prend une fois qu'elle a été synthétisée. Et, si vous avez lu les cours précédents, eh bien, cette conformation native est associée à l'activité biologique. Donc, si on prend les choses à l'envers, si on arrive à déformer cette conformation native, eh bien, on va jouer sur l'activité biologique de la protéine. Et puis, les agents dénaturants, eh bien, ça va être tous les facteurs qui seront capables d'entraîner l'altération de la conformation, et ça va passer par l'altération de liaisons faibles, les liaisons hydrophobes, les liaisons électrostatiques, les liaisons hydrogènes. Mais ça ne passera jamais par la rupture de ces liaisons covalentes entre les atomes, entre les acides aminés qui constituent une protéine, parce que ce sont des liaisons extrêmement stables, et pour arriver à altérer ces liaisons-là, il faut des techniques extrêmement puissantes. Par exemple, pour dégrader complètement une protéine en acide aminé, il faut la faire bouillir pendant 24 heures de l'acide sulfurique extrêmement concentré. Alors effectivement, on ne fait pas ça, il faut stériliser un plan de travail à l'hôpital. Mais il suffit d'altérer liaisons hydrogènes, liaisons hydrophobes, donc toutes ces petites liaisons qui sont importantes pour la structure tridimensionnelle des protéines. Ça permet de dénaturer. Donc, je viens de le dire, la dénaturation n'altère pas la structure primaire de la protéine. Et puis, il y a quelque chose qui peut être intéressant quand on fait de la recherche, c'est que si on utilise le bon composé dénaturant dans des bonnes conditions, on va pouvoir dénaturer une protéine, la récupérer, et puis ensuite on élimine l'agent dénaturant et la protéine. Dans certains cas, elle arrive à retrouver sa structure tridimensionnelle, elle arrive à retrouver son activité biologique. Et dans ce cas, on va parler de dénaturation réversible. Par contre, si on y a été très fort, avec un agent dénaturant très puissant, la protéine est complètement dénaturée. On a beau retirer l'agent dénaturant, elle reste dénaturée, elle perd son activité biologique. Et dans ce cas-là, on va parler de dénaturation irréversible de la protéine. Alors pourquoi dénaturer les protéines? J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Se débarrasser d'agents infectieux par les techniques d'antisepsie, les techniques de stérilisation, et vous le faites tous, par exemple, vous vous écorchez, vous tombez, vous vous brûlez, vous allez désinfecter, et puis après vous mettez un pansement. Inactiver une enzyme, ça peut être intéressant, par exemple, quand vous vous faites piquer par une abeille, tout le monde sait que la chaleur a tendance à dénaturer le venin de l'abeille. Là, ça passe par des enzymes qui sont thermolamines, et en les faisant chauffer, elles perdent leur activité.
Et puis on peut aussi, dans un but de recherche par exemple, si on veut travailler sur des protéines qui sont incluses dans les membranes cellulaires, eh bien, utiliser des agents dénaturants pour déstructurer la membrane cellulaire, qui, je vous le rappelle, est constituée de lipides, de glucides et de protéines. Eh bien, on déstructure tout ça, et on espère bien qu'on va réussir à récupérer les protéines, les purifier et pouvoir les étudier, indépendamment de cette masse de lipides et de quelques glucides qui peuvent gêner. Ce sont des exemples absolument pas exhaustifs, il y a quantité d'autres possibilités. Comment est-ce qu'on sait qu'on a dénaturé une protéine? Alors bien sûr, le premier critère, c'est la perte d'activité biologique. Puis il y en a d'autres qui sont un peu empiriques, dont on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'on fait des études. Bien souvent, les protéines, quand elles sont solubles dans l'eau, et qu'elles deviennent dénaturées, on va avoir une insolubilisation de la protéine. C'est-à-dire qu'on va pouvoir voir apparaître dans un tube à essai une sorte de petit flocula dense qui va tomber dans le fond du tube. Donc la protéine est dénaturée, elle a perdu sa solubilité dans l'eau et c'est le principe de la formation du lait caillé. Vous prenez du lait qui contient de la lactalbumine en grande quantité, vous mettez du jus de citron dedans, et d'un seul coup vous allez voir des grumeaux apparaître. Ben, vous avez dénaturé la lactalbumine. C'est le principe de la formation du yaourt. Vous mettez du lait avec des petits ferments, donc des lactobacilles par exemple, et puis ceux-ci vont avoir leur métabolisme, ils vont acidifier le milieu, l'acidification du milieu fait précipiter le lait, et puis finalement, quand vous mangez un yaourt, vous mangez des protéines dénaturées. Autre critère, eh bien, on s'est rendu compte aussi que du fait de la modification de la structure dans l'espace des protéines, on avait ou on pouvait avoir une augmentation de la viscosité des solutions lorsque les protéines sont dénaturées. C'est des critères qui peuvent permettre de se dire, tiens, j'ai dénaturé, je ne vais pas dénaturer ma protéine. Si on s'intéresse maintenant aux agents dénaturants, alors il y en a des quantités astronomiques. Je vous ai fait une petite liste, assez simple, pas trop longue j'espère pour vous. Alors on peut les classer par des agents, enfin en tant que mécanismes physiques, agissant par des mécanismes physiques, chimiques, voire parfois les deux. Alors, des agents physiques. Et vous allez voir que là, finalement, encore une fois, j'enfonce des portes ouvertes. Le premier agent physique auquel on pense, c'est la chaleur, l'augmentation de la température. Alors, vous ne l'avez peut-être pas en mémoire, parce que vous êtes beaucoup plus jeune que moi, mais il y a une époque, les grands-mères, elles faisaient bouillir l'eau. Parce qu'en faisant bouillir l'eau, on transfère de l'énergie au milieu, aux agents pathogènes qui peuvent être dedans, et en faisant cela, on va augmenter le mouvement de vibration des molécules qu'on appelle le mouvement brownien. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du mouvement brownien, mais à une température donnée, les molécules, elles vibrent un peu. Et quand on leur rajoute de la température, on leur apporte de la chaleur, donc on leur apporte de l'énergie, ce mouvement brownien va s'accélérer. Et puis si on apporte beaucoup de chaleur, le mouvement brownien s'accélère tellement qu'il va finir par disjoindre, écarter les atomes qui sont liés entre eux par des liaisons hydrogène, hydrophobes, électrostatiques, et puis que cette liaison est perdue. Et donc on va modifier la structure tridimensionnelle de la protéine et donc induire une dénaturation. Alors ça marche très bien quand on fait cuire des aliments, hein, et ça marche aussi à l'hôpital quand on veut stériliser des instruments chirurgicaux. Et donc, il existe des petits automates qu'on appelle des autoclaves qui fonctionnent un peu sur le principe de la cocotte minute. Vous mettez vos instruments chirurgicaux dedans, vous fermez, vous élevez la température, il y a une pression qui va augmenter important. Puis au bout de 20-25 minutes, hop, on rabaisse la température et on considère que le contenu est stérile. Donc ça, c'est de la stérilisation par la chaleur humide, mais il y a aussi des systèmes de stérilisation par chaleur sèche.
Et grosso modo, une grande partie il y a des services entiers dans les hôpitaux qui s'appellent des services de stérilisation, qui fonctionnent avec, en partie, ce processus. À côté de ça, vous avez une autre manière, plus industrielle, on va dire, d'apporter de l'énergie aux substances que vous voulez stériliser. Donc, sous-entendu, dénaturer les protéines des agents infectieux qui pourraient s'y trouver, c'est les rayonnements ionisants, les rayonnements énergétiques. Les ultraviolets, par exemple. Un exemple tout simple, au laboratoire, dans mon labo à l'hôpital, on fait des extractions d'acide nucléique à partir de tissus dans des hôtes avec un flux laminaire, c'est-à-dire un flux très de courant d'air sans qu'il y ait de flux turbulent, vous voyez, pour qu'il y ait le moins de contamination possible. Et puis en fin de journée, pour stériliser la paillasse, l'intérieur de cette hotte, eh ben, on allume une lampe à UV pendant 1 heure. Et pendant 1 heure, il y a des rayonnements ultraviolets, donc qui vont aller détruire tout ce qui s'est peut-être trouvé sur le plan de travail, à la fois pour dégrader éventuellement des agents pathogènes, mais aussi les acides nucléiques qui auraient pu être déposés sur la paillasse. J'ai mis aussi les rayonnements gamma. Alors là, on sort complètement de l'hôpital, mais dans l'industrie pharmaceutique, par exemple, l'industrie qui va produire des seringues, des aiguilles à injection, eh bien, tout ça, ça va être stérilisé par les rayonnements gamma directement dans leur emballage. Donc vous avez les emballages qui sont irradiés, hop, ça ressort, et on considère donc que le contenu de l'emballage, qui est scellé, devient stérile parce que on a mis une telle dose de rayonnement gamma qu'on va avoir détruit potentiellement tous les agents qui pouvaient s'y trouver. Et ces rayonnements énergétiques fonctionnent sur le principe de la photolyse des ponts disulfures. Vous savez, les ponts disulfures, c'est les liaisons entre deux cystéines, liaisons covalentes extrêmement stables. L'énergie apportée par ces rayonnements énergétiques, dans le cas des protéines, est suffisante pour rompre des ponts disulfures. Et dans l'exemple que je donnais au premier cours, c'est l'exemple de l'insuline. Vous avez 2 ponts disulfures intercalaires. Une fois que c'est dégradé, la protéine perd sa structure tridimensionnelle, elle perd son activité. Troisième agent physique, alors là vous allez me dire, ouais, monsieur, le pH, c'est un peu de la chimie, parce que vous avez vu le pH en chimie. Bon, enfin, quand on creuse un peu, la chimie, ça devient de la physique. Donc les pH extrêmes, très acides, forte concentration en protons, très alcalins, très faible concentration en protons, mais forte concentration dans l'eau, par exemple, en ion hydroxyle, eh bien, ces pH extrêmes vont induire soit des protonations, soit des déprotonations des acides aminés qui constituent les protéines. Et alors là, ça change complètement la charge, les chaînes latérales des acides aminés, et donc les interactions électrostatiques qui devaient se faire ne peuvent plus se faire, il y en a d'autres qui se créent, la protéine se réorganise n'importe comment, elle est complètement dénaturée. Ça va rompre les liaisons électrostatiques, des liaisons hydrogènes, et c'est ce qu'on appelle la précipitation par les acides. Alors, je vous donnerai la définition de la précipitation, mais c'est l'équivalent de l'apparition d'un solide à partir d'un composé qui était en solution dans l'eau. Maintenant, si on s'intéresse à des agents chimiques. Alors, quand on pense à agents dénaturants, les premiers souvent auxquels on pense, c'est les solvants, les détergents, les solvants. Les solvants organiques qu'on peut être amené à manipuler de temps en temps. Tétrachlorure de carbone, acétone, trichloréthylène. Ça dénature bien les protéines. Et insiste pas trop parce qu'au quotidien vous ne les utilisez pas trop, sauf peut-être l'acétone comme produit pour retirer le vernis à ongles. Des réactifs qui vont rompre les ponts disulfures. Alors ça c'est vachement intéressant parce qu'on n'a pas toujours avec soi un générateur de rayonnement gamma. Donc, je les ai classés en 2 groupes. Vous avez des agents qui vont pouvoir rompre les ponts disulfures de manière réversible. Et il s'agit de composés qui ont un groupement, une fonction, des propriétés réductrices. Vous voyez ce que c'est, un composé qui est réducteur?
Alors je vous réexplique, c'est un composé qui va céder des hydrogènes à une molécule. Et si vous vous rappelez comment ça marche, la formation d'un pont disulfure, par exemple, c'est deux cystéines qui vont chacune perdre un groupement hydrogène. On va avoir élimination d'une molécule d'hydrogène, H2, et puis formation de liaison covalente entre les deux atomes de soufre de la chaîne latérale. Et donc ça, c'est de l'oxydation. Et donc, si on utilise un composé réducteur, on va redonner, entre guillemets, les hydrogènes à chacune des deux cystéines, et hop, la liaison covalente va se rompre. Alors, ils sont intéressants, ces composés, et ils sont au type de 2, le bêta-mercaptoéthanol et le dithiotrhéitol. Alors, le bêta-mercaptoéthanol, c'était un composé que j'ai abondamment manipulé pendant quelques années, et puis en fait il a été déclaré cancérigène, donc maintenant on ne l'a plus dans les règles. Il reste le dithiotrhéitol. Et le dithiotrhéitol, c'est un composé qui se présente sous la forme de poudre, qu'on peut mettre en solution dans l'eau, qui est beaucoup moins volatile que le bêta-mercaptoéthanol, il sent beaucoup moins mauvais d'ailleurs, et ça marche très bien pour réduire les produits. On utilise ça par exemple, alors là je vais très très loin en avant du cours, mais parfois quand on fait une séparation électrophorétique des protéines, eh bien on va mettre un petit peu de dithiotrhéitol pour essayer de rendre la visibilité qu'on a des protéines plus fine et essayer de voir s'il y a des trucs anormaux ou pas anormaux. Donc ça, c'est le truc qu'on utilise au labo. Et l'intérêt, c'est que c'est réversible. C'est-à-dire que si, par une procédure appropriée, vous retirez le dithiotrhéitol, par exemple par dialyse, on verra la dialyse tout à l'heure, eh bien, la protéine va pouvoir se réoxyder, entre guillemets, ces cystéines, reformer des ponts disulfures. Donc ça, c'est plutôt... et retrouver son activité biologique. Donc ça, c'est l'intérêt de ces... comment dire, agents avec une action réversible. Et puis à côté de ça, vous avez des composés beaucoup plus puissants, beaucoup plus forts, notamment des composés oxydants, comme les chlorates, les hypochlorites, le permanganate de potassium, KMNO4. Et l'hypochlorite, par exemple, c'est l'eau de Javel. Donc le Javel, tout le monde sait bien que ça nettoie très bien, ça fait tout. C'est vrai, hein, c'est un oxydant tellement puissant que là, ça marche très bien. Mais alors, ça vous donne une dénaturation irréversible. Si vous voulez vous débarrasser de l'agent pathogène, ça marche très bien. Si vous voulez étudier une protéine finement, ben vous n'allez pas mettre de l'eau de Javel dessus. Et donc, je vous ai montré pour juste le permanganate de potassium, c'est un petit produit qu'on trouvait auparavant dans les pharmacies sous forme de petits cristaux comme ça, et quand vous le mettez en solution, et ben ça donne une très jolie couleur rose comme ça, et ça rentrait dans la composition d'un liquide qu'on appelle du daquin. Donc qu'on utilisait un petit peu comme l'oxygéné quand j'étais jeune pour refaire de l'antisepsie quand on s'était coupé ou blessé. Donc agent dénaturant très fort. Troisième groupe d'agents dénaturants, et là ça va rappeler des choses à ceux qui étaient en cours avec moi hier, des petites molécules polaires en solution très concentrée. Des petites molécules qui, elles, vont interférer avec la formation des liaisons hydrogènes. Et elles permettent, elles aussi, une dénaturation réversible, c'est l'urée et le chlorure de guanidinium. Alors regardez ces molécules qu'on appelle des agents chaotropiques, c'est-à-dire que ce sont des agents générateurs de désordre. L'urée, un atome de carbone lié par une liaison double à un oxygène et lié à deux fonctions amines. Et le chlorure de guanidinium, ben, ça n'est rien d'autre que le noyau guanidinium qui est situé à l'extrémité de la chaîne latérale de la guanidine. Et regardez cette molécule aussi. Ça ressemble un petit peu. Hein. Un atome de carbone, double liaison, pas avec un oxygène, mais avec une fonction imine, deux fonctions amines.
Et qu'est-ce qui va caractériser ces molécules? Elles sont très petites, elles ont des hétéroatomes, elles sont très solubles dans l'eau, et les hétéroatomes, l'oxygène, l'azote, ils ont des doubles libres. Et ces doubles libres, ils peuvent développer des liaisons hydrogènes avec les molécules de protéines, ou avec les atomes de certaines régions de protéines. Molécules très solubles dans l'eau, alors peut-être que ça vous dit rien, encore, mais la solubilité de l'urée dans l'eau, c'est 8 molaires. On arrive à mettre 8 moles d'urée dans un litre d'eau. C'est absolument astronomique. Et en fait, vous allez avoir une telle quantité de molécules d'urée ou de chlorure de monoxyde en solution que ça va développer des quantités astronomiques de liaisons hydrogènes avec les protéines et que va y avoir un déplacement des liaisons hydrogènes internes intra-protéines, que ce soit à l'intérieur d'une même chaîne, que ce soit entre deux chaînes, il va y avoir elles vont être complètement trustées par toutes les molécules d'urée ou de chlorure de molybdénum, et cela va complètement les déstructurer. C'est une question d'offre et de demande, hein, c'est des probabilités de rencontre. Si vous mettez énormément d'une molécule qui est capable de développer des liaisons hydrogènes, ben, fatalement, il va y avoir un déplacement des liaisons hydrogènes internes vers les liaisons hydrogènes externes. Et donc là, pareil, vous vous retrouvez avec une dénaturation très efficace, mais aussi, comme ces petites molécules, elles sont toutes petites, elles sont très solubles dans l'eau, on peut facilement s'en débarrasser par des techniques de dialyse, et à ce moment-là, eh bien, on retrouve l'activité biologique de la protéine qu'on voulait étudier. Quatrièmement, en groupe, les agents de type détergent. Et là, c'est pareil, les détergents, tout le monde en utilise tout le temps. Pour se brosser les dents, pour se laver les cheveux, pour prendre sa douche, pour faire de la lessive, pour laver la vaisselle. On passe notre vie à utiliser des agents détergents. Ces agents vont agir en dissociant les liaisons, cette fois-ci tertiaires, quaternaires, et le côté sympa, c'est qu'ils ont un effet réversible. Et comme ils sont détergents, ils ont tendance à solubiliser les choses, les protéines, et donc il n'y a pas de précipitation. Alors, qu'est-ce qu'on a comme agent détergent? Un petit peu de généralité dessus. Les agents détergents, comme les acides aminés, ce sont des molécules amphiphiles. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils ont à la fois une partie hydrophile et une partie hydrophobe. Cette partie hydrophile, elle peut être chargée ou pas. Généralement, la partie hydrophobe, vous allez voir, elle est constituée d'une chaîne hydrogénocarbonée de longueur variable. Alors, hydrogénocarbonée, c'est pas très rigolo. Hein. C'est des carbones et des hydrogènes, c'est un peu monotone, on va dire. Comment ça marche? Eh bien, comme ils ont une partie hydrophile, une partie hydrophobe, ils vont pouvoir interagir d'un côté avec les régions hydrophiles de la protéine s'il y a besoin, ou interagir avec les régions hydrophobes de la protéine d'un côté et se tourner vers le milieu environnant qui lui va être hydrophile. Je vais revenir là-dessus. Le milieu dans lequel baignent les cellules de nos organismes, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur, c'est en gros une solution avec des ions plutôt neutres et beaucoup d'eau. Donc, tout ce qui va être hydrophile va avoir tendance à se tourner vers le côté extérieur à la protéine, vers l'environnement. Alors, comment ça marche? Imaginez que vous mettez un petit peu de détergent très pur dans de l'eau. Votre petite goutte de détergent, elle tombe, et elle va s'organiser sous la forme d'une micelle. Et ça, ce que je vous présente ici, c'est la coupe d'une micelle. Et vous voyez que, eh bien, j'ai fait figurer l'environnement aqueux en bleu, et votre protéine, eh bien, votre détergent, les molécules de détergent vont s'organiser de la manière suivante. La partie hydrophile plutôt à l'extérieur, et les parties hydrophobes plutôt à l'intérieur. C'est une façon de minimiser les interfaces de contact
et trouver l'état énergétique le plus stable possible. Pourquoi est-ce que j'ai dit plus tôt? Alors je l'ai dit à vos collègues hier, en biologie, c'est jamais tout blanc ou tout noir. C'est un peu casse-pied parfois, mais en même temps c'est rigolo. Parce qu'on n'a jamais des réponses géniques à 100%. On n'a jamais une extinction génique à 100%. Et c'est pareil pour les interactions entre les protéines, c'est pareil pour les interactions entre les atomes, c'est jamais du 100%. C'est pour ça que bien souvent, je prends des gants en disant plutôt. Alors imaginez que vous êtes un spécialiste des globules rouges, que vous savez qu'il y a une protéine super importante dans la membrane du globule rouge qui joue un rôle pour le transfert entre les chlores et les carbonates, et que vous voulez l'étudier, eh bien, vous allez parfois être obligé de l'extraire pour mieux comprendre sa structure. Alors, j'ai représenté ici cette protéine-là au sein d'une bicouche lipidique. Et ici en bleu, c'est l'environnement aqueux, extracellulaire d'un côté, intracellulaire de l'autre. Vous voyez que cette protéine, elle a trois parties. Elle a une première partie ici extracellulaire qui est plutôt hydrophile, une partie intracellulaire qui est plutôt hydrophobe et qui va développer des liaisons hydrophobes avec les chaînes hydrogénocarbonnées des phospholipides de la membrane. Et puis, une autre partie hydrophile qui va interagir avec une petite intracellulaire. Donc avec l'eau qui est contenue dans le cytoplasme. Si vous voulez l'étudier, vous allez mettre un petit peu de détergent. Alors votre détergent, il peut être sous forme de monomère de détergent, sous forme de micelle, vous mélangez tout ça. Alors bien sûr, on fait les protocoles, on fait ça avec des piquettes ultra précises. Et on attend le temps qu'il faut, et d'un seul coup, on va voir que, au final, on va se retrouver avec une déstructuration de votre membrane, et puis des interactions entre la protéine et les détergents. Les détergents et un petit bout de lipide ici d'ailleurs, en rouge là, ils vont se retrouver, interagir tous ensemble au niveau des zones hydrophobes de la protéine. Les têtes hydrophiles des détergents sont plutôt vers l'extérieur, et puis pareil de l'autre côté. Donc vous voyez, il y a un complexe hydrosoluble. Votre protéine, elle a été solubilisée par les détergents qui viennent former une espèce de coque autour d'elle, en mettant la partie hydrophobe au contact de la partie hydrophobe de la protéine et la partie hydrophile à l'extérieur. Et c'est comme ça qu'on arrive à extraire des protéines de milieux a priori complexes. Et puis bien sûr, vous allez retrouver un petit peu l'équivalent des micelles dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà le principe. Maintenant, si on s'intéresse aux différents types de détergents. Les régions hydrophiles des détergents, elles peuvent être non ioniques, donc chargées, anioniques, chargées négativement, cationiques, chargées positivement, ou deutérioniques, avoir à la fois une charge positive et une charge négative. Ça peut avoir son intérêt. Alors, je vais vous parler d'abord d'un détergent non ionique qui s'appelle le Triton X100. Alors, ce Triton X100, c'est le détergent qu'on apprend à utiliser dès qu'on arrive dans un labo de recherche. Tout le monde le connaît, tout le monde l'a utilisé, et c'est, je ne dirais pas que c'est le détergent universel, mais il est très utile. Et c'est ça fait des années, comme ça depuis des années. Ce Triton X100, il a un grand avantage, il est très peu dénaturant. Ça, c'est déjà pas mal, parce que quand on fait de la biologie, on veut bien extraire ces protéines, on a pas envie de les dénaturées complètement, parce que sinon après on ne pourra plus les étudier. Donc il permet d'extraire des protéines en préservant leur activité. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, quelle est la structure? Parce qu'on est quand même un peu en biochimie, il y a quand même un peu de chimie là-dedans. Alors, vous avez une toute petite région hydrophobe qui comporte, j'arrive pas à retrouver ma souris, voilà, un noyau benzénique ici, et puis une série de groupements, une chaîne hydrogénocarbonée ramifiée. Pas très longue. Mais par contre, la partie hydrophile est extrêmement longue. Elle va comporter une dizaine de groupements qui sont liés par des liaisons éthères d'éthyle. Donc, dans cette région-là, vous voyez qu'il y a
des oxygènes comme hétéroatomes. Donc, qui dit hétéroatome, dit double libre, dit interaction avec les molécules. Autre type de détergent, un détergent qu'on dit anionique parce que sa chaîne hydrophile va avoir des chaînes une charge négative. Le sodium il est à côté, mais en fait dans l'eau il part tout de suite se promener ailleurs. Donc reste ici un composé, dodécylsulfate, dodécyl ça veut dire 12. Il y a 12 atomes de carbone. Donc une chaîne latérale hydrophobe, elle, cette fois-ci, qui est très longue, avec une toute petite partie hydrophile. La formule de ce dodécylsulfate de sodium est représenté ici. On va le retrouver, comme il est assez dénaturant, qu'il n'est pas très toxique, dans les shampoings, dans les dentifrices. Et ce SDS, il est très utilisé dans les laboratoires. Alors SDS pour dodécylsulfate de sodium. Alors en fait, le SDS c'est l'abréviation anglaise, c'est sodium dodécylsulfate. Donc ce SDS, eh bien, il a la propriété, quand vous avez une protéine globulaire comme celle-ci, de la permettre son élongation. Il va la regrouper complètement, la recouvrir comme ceci, une véritable coquille de molécules de SDS avec les charges négatives à l'extérieur. Et ça va être très utile quand on fait des techniques électrophorétiques pour séparer les protéines. Parce que bien souvent, les protéines, elles ont des compositions en acides aminés très différentes, elles vont avoir des pH très différents, ce qui fait qu'il y a un pH donné, il va y en avoir qui seront neutres, il y en a qui seront positives, il y en a qui seront négatives. Et que si on veut arriver à les séparer, le mieux c'est de mettre un détergent comme le SDS qui va les allonger, qui va les couvrir de charges négatives. Comme ça, elles sont toutes négatives, et ensuite on pourra les séparer en fonction de leur longueur, de leur poids moléculaire. Donc le SDS, il est très souvent associé à l'électrophorèse en gel de polyacrylamide. Et du coup, maintenant, on dit SDS page. Très utilisé. Et après, je vous cite comme ça des petites choses qui sont extrêmement utilisées aussi. Les détergents cationiques. Chaîne latérale, hydrogénocarbonée, et puis qu'est-ce qu'on a ici comme partie hydrophile? Un ammonium quaternaire, chargé positivement. Et alors la molécule, là, elle s'appelle le bromure de cétryl-méthylammonium, c'est pas très grave. Mais si je vous dis chlorure de benzalconium, est-ce que ça dit quelque chose à certains d'entre vous? Non? Ben, le chlorure de benzalconium, c'est des composés qu'on va utiliser comme solution antiseptique, par exemple. Avant, on mettait de l'alcool à 70, ça faisait mal, ça piquait. Et le chlorure de benzalconium, c'est tout aussi efficace comme antiseptique, comme détergent, et ça fait pas mal. Donc, très utile, beaucoup plus utilisé en fait que le SDS, hein, parce que quelle est la fraction de la population qui fait de l'électrophorèse en gel de polyacrylamide par rapport à tout le monde qui utilise des solutions antiseptiques? Le dernier, par contre, il est d'utilisation plus rare, c'est les détergents zwitterioniques. Donc, partie hydrophile avec à la fois une charge positive et une charge négative. Voyez, ce sont des composés qui sont très peu dénaturants. Comme ils ont une charge plus, une charge moins, ils ont un pH isoélectrique. Et là, c'est l'industrie chimique ou l'industrie tout court qui utilise ce genre de composés. Parce que, en jouant sur la nature des chaînes latérales ici, de la sulfométaïne, on va pouvoir moduler le pH. Et il y a des catalogues entiers de dizaines, de centaines de sulfométaïnes différents qui ont des pH isoélectriques variant à 0,01 unité pH près. Et quand l'industrie veut faire des extractions,
pour avoir le meilleur rendement possible, et ben, ils vont aller chercher quel est le composé qui va leur permettre de mettre le moins de détergent possible, d'avoir la meilleure extraction possible, le plus vite possible, parce que moins on dépense d'argent en composé, mieux c'est, plus on extrait vite, mieux c'est, plus on préserve l'activité biologique des composés, mieux c'est. Et donc là, les sulfobétamines, elles ont une très très grande utilité dans ces contextes-là. Voilà pour la partie sur les agents dénaturants. Ça va, du coup ? C'est pas mon cours le pire. Alors, maintenant je vais vous parler de la solubilité. Solubilité des composés. Bon, vous avez des idées, hein, la solubilité du sel, du sucre dans la vie de tous les jours. Hein. Qu'est-ce que c'est? C'est la capacité d'une substance chimique, qu'on va appeler le soluté, à se dissoudre dans une autre substance qu'on va appeler le solvant. Pour former au final, quand on a atteint l'équilibre, un mélange homogène qu'on appelle la solution. Bon, hein? La solubilité, elle a les dimensions d'une concentration. Si j'avais bonne mémoire, je pourrais vous retrouver les chiffres que j'ai dit pour l'urée hier aux étudiants d'hier, mais je n'ai pas de bonne mémoire. Mais l'urée, je vous ai dit 8 molaires aujourd'hui, hier je leur ai donné en grammes par litre, mais je ne sais plus. Voilà. Donc la concentration, c'est quelque chose qui va permettre de jouer sur la solubilité. Après ça, vous allez voir qu'il y a pas mal de paramètres physico-chimiques qui vont jouer sur cette solubilité. Parmi eux, la température, le pH, la constante diélectrique du milieu et la force ionique. Alors si au moins température, pH, force ionique, vous savez ce que c'est, peut-être que la constante diélectrique, vous n'en avez jamais entendu parler. Alors là aussi, c'est super important pour l'extraction et la purification des protéines. Et c'est important pas seulement pour l'industrie, mais aussi pour les chercheurs, parce que imaginez que vous voulez extraire une protéine de membrane cellulaire, du cytoplasme, bien souvent il va falloir cultiver des cellules. Et il va falloir cultiver des millions de cellules dans des grosses flasques. Alors il faut des hôtes spéciales, il faut des comment ça s'appelle, des étuves spéciales, il faut un certain savoir-faire, des produits qui coûtent extrêmement cher. Et si finalement on arrive à trouver un protocole d'extraction qui fait gagner 2 fois plus de temps, consommer 2 fois moins de réactifs, tout le monde est content au bout du compte. Donc, il n'y a pas que l'industrie pharmaceutique. Hein. Vous savez qu'à l'heure actuelle, les crédits pour faire de la recherche sont extrêmement difficiles à avoir, que quand on fait travailler des étudiants, il faut les payer, hein, quand même, alors qu'avant, on ne les payait pas les étudiants, donc il faut aussi de l'argent pour payer les étudiants, donc je rigole, mais il y a une pression de plus en plus difficile. Ça devient de plus en plus dur pour faire de la recherche. Donc, si on peut faire quelques petites économies de temps, de moyens, et ben c'est toujours ça qui a lieu. Alors, premier des facteurs, la température. Alors ici, vous avez la solubilité représentée en ordonnée en fonction de la température en abscisse. Donc, ça fait longtemps qu'on est au courant de tout ça. Hein. Quand on augmente de façon modérée la température, et puis comme on est en biologie, à peu près jusqu'à 40 degrés, tout va bien, on arrive à augmenter légèrement la solubilité. Alors ça c'est merveilleux, tout le monde se dit super super, et si j'augmente un peu plus la température, est-ce que j'arrivais à augmenter encore la solubilité? Ben, généralement ça ne marche pas comme ça. Généralement, il y a une solubilité maximale, et puis on dépasse une certaine température, et là, c'est la dénaturation dont je vous parlais tout à l'heure. On transfère trop d'énergie à la molécule qui va soit perdre son activité biologique, soit complètement précipitée par thermocoagulation. Alors le plus bel exemple de thermocoagulation que vous faites le plus souvent, vous prenez des œufs, vous les mettez dans une poêle, vous faites chauffer, puis d'un seul coup, le truc qui était liquide, il se solidifie. Ça, c'est la thermocoagulation. Donc, on va pouvoir jouer sur la température jusque-là, et puis après, ça finit par chuter. Bon. Vous
avez tous entendu parler que la vie est possible sur Terre, au fond des océans, au niveau des sources hydrothermales, avec des pressions extrêmement fortes, des températures de l'ordre de 250 degrés. Enfin, il y a de la vie possible. Donc il y a des protéines qui résistent à des températures très fortes. Ça arrive. Et puis quand on fait, vous verrez avec Madame Fabre, en génétique, quand on fait de la PCR, on utilise des enzymes qui fonctionnent à 74 degrés, 75 degrés. Et qu'au bout d'un moment, quand on ne veut plus que l'enzyme fonctionne, on la chauffe à 95. Et là, pouf, il ne se passe pas rien. Elle est morte. Enfin, elle est naturelle. À côté de la température, il y a le pH. Donc je me mets hors pH extrême. J'ai assuré les zones de pH extrême ici. Quand on a étudié la solubilité des protéines en fonction du pH, on s'est rendu compte qu'elle avait une courbe en cloche inversée, comme ça, avec un minimum, un point minimum, et quand on a étudié les choses un peu plus près, on s'est rendu compte que ce point minimal était très proche du point isoélectrique de la protéine. Alors je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de regarder les cours, le point isoélectrique d'une protéine, c'est le pH pour lequel la charge globale de la molécule, de la protéine, elle est proche de 0. Ou elle est égale à 0, on va dire pour simplifier les choses. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes au point isoélectrique qui favorise la baisse de solubilité de la protéine? Eh bien, en fait, c'est, encore une fois, de la chimie. Quand vous êtes en dessous du point isoélectrique, la protéine, elle est un peu protonée. Elle va porter des charges positives. Et toutes les molécules de cette protéine, eh bien, elles seront toutes positives. Elles auront la même charge, elles vont se repousser les unes et les autres. Et si vous êtes au-dessus du pH isoélectrique, cette fois-ci, elles auront toutes une charge négative. Et ayant toutes une charge négative, elles vont se repousser aussi, les unes et les autres. Alors que si vous êtes au point isoélectrique, elles n'ont plus ces charges qui leur permettent de se repousser, et du coup, ça va avoir tendance à diminuer la solubilité. Puisqu'il n'y a plus ces forces de répulsion, elles peuvent s'agréger un petit peu plus facilement, et du coup, ça va diminuer la solubilité. La constante diélectrique du solvant. Alors c'est un concept pas très facile, le concept de constante diélectrique. Et là, je ne m'intéresse pas à une protéine toute seule en solution, mais pour simplifier les choses, j'ai mis deux protéines différentes. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai mis la constante diélectrique détermine l'influence du solvant sur les interactions électrostatiques entre les protéines. Donc ici, j'ai vraiment simplifié à l'extrême, deux protéines différentes, une chargée positivement ici, et une chargée négativement, et forcément, elles ont tendance à interagir ensemble et à s'attirer. Et cette attraction peut favoriser une agrégation, une diminution de la solubilité et au final une précipitation. Alors, l'eau, c'est un solvant de forte constante diélectrique. C'est une molécule très polaire, forte constante diélectrique. Les petites molécules d'eau, elles vont se comporter comme des dipôles et elles vont venir s'orienter et se mettre en face des charges de chacune des protéines. Et puis comme elles ont un dipôle, les molécules d'eau, elles ont un côté plutôt chargé positivement, avec des petites charges delta+, et puis un pôle chargé négativement avec des petites charges delta-. Et donc elles ont tendance à venir elles-mêmes développer des interactions électrostatiques avec les groupements de chacune des deux protéines. Alors j'ai représenté une molécule d'eau ici, mais vous pouvez imaginer que en fait c'est des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de molécules qui viennent développer des coques, on appelle ça des coques d'hydratation, de solvatation. Donc chaque ion va être entouré de plein de molécules d'eau différentes qui vont, entre guillemets, tamponner un petit peu sa charge. Et du coup, en tamponnant les charges plus et les charges moins, les solvants qui ont une forte constante diélectrique vont diminuer les interactions, diminuer l'agrégation et favoriser la solubilité des molécules. Donc l'eau, c'est un produit, c'est un solvant assez fort.
Il n'y a qu'à voir les dégâts que ça fait quand ça s'infiltre dans les murs. Maintenant, si on ajoute dans l'eau des solvants qui sont miscibles à l'eau et qui ont une constante diélectrique plus faible, comme l'éthanol, comme l'acétone, eh bien à ce moment-là, ils vont diminuer la constante diélectrique de l'eau et on va voir réapparaître ces interactions électrostatiques et on va faire apparaître la formation d'agrégats insolubles. Et on va retrouver la fameuse précipitation des protéines dont je parlais tout à l'heure. Alors, la précipitation en chimie, si on veut donner une définition, c'est un phénomène où un soluté forme un solide à partir d'une solution. Donc ça précipite. Et donc, je vous ai mis ce petit résumé de la pensée là, les solvants organiques à faible constante diélectrique miscibles à l'eau sont d'excellents agents de précipitation des protéines. Et on les utilise à basse température pour éviter la dénaturation. Alors, pour vous fixer les idées, je vais vous raconter ce qu'on m'a fait quand j'ai fait mon Master 2. Je travaillais sur des liquides folliculaires humains qui venaient de l'hôpital Antoine Béclair et on voulait extraire des protéines qui régulent le cycle menstruel qui s'appelle l'inhibine, la follistatine. Et en fait, il fallait qu'on précipite ces protéines parce qu'on voulait les purifier, faire des anticorps et pour monter les dosages. Donc, je me suis retrouvé avec plusieurs litres de liquide folliculaire à concentrer et on m'a donné une doudoune, on m'a mis dans une chambre froide et je me suis retrouvé avec un grand bécher dans lequel il y avait du liquide folliculaire, un agitateur, un rotatif qui faisait tourner le liquide, un bidon d'acétone et pendant des heures et des heures dans le froid, dans la solitude, j'ai fait tomber goutte à goutte mon solvant à faible constante diélectrique dans l'eau. Et c'est un peu frustrant parce que quand on fait la manip pour la première fois, ben, il ne se passe rien. Et puis au bout d'un temps assez long, quand on fait tomber une goutte, on voit un petit floculac apparaître au niveau de l'endroit où la goutte est tombée. Et puis comme il y a une agitation, hop, ça se redissout tout de suite. Alors on continue, et puis au bout d'un moment, on finit par arriver à avoir un floculac de protéines. Au bout d'un moment, on laisse les choses sédimenter, on élimine le surnageant, on récupère le floculac, on l'hydrophilise, on purifie, et puis après, on avait purifié des protéines. Mais ça marche très bien. Après, je me suis inscrit à la Société de protection des étudiants. Alors, autre point, la solubilité. La solubilité... Ah non, ça ne va pas passer. Troisième point sur la solubilité, les facteurs qui vont modifier la solubilité, la force ionique. Quatrième. La force ionique, c'est un petit truc qui va dépendre à la fois de la concentration en ions et du nombre de charges que portent les ions. Donc ça, c'est peut-être des choses que vous avez calculées en terminale ou en première. Et on va utiliser en fait des sels, donc des composés électrolytiques, des sels neutres parce qu'ils ne vont pas modifier le pH de la solution. Et en fait, leur effet va dépendre de leur force ionique. Donc concentration, charge, des ions. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Imaginez ici la solubilité. Alors, vous voyez, la formule est un peu compliquée, là, mais on s'en fout, l'important c'est le principe. Et on va se retrouver avec une courbe biphasique comme tout à l'heure, quand on a regardé l'effet de la température. Ici, vous avez la force ionique de la solution, et on a remarqué que quand on augmentait modérément la force ionique des solutions, simplement en rajoutant par exemple du chlorure de sodium. Donc on rajoute un petit peu de chlorure de sodium et on voit que la solubilité de la protéine augmente. Ça c'est super. Alors il y a une grande conséquence pour ça, c'est que si on veut extraire des protéines à partir d'un lysat cellulaire par exemple, eh bien on a intérêt parce que le tampon qu'on va utiliser pour faire l'extraction, qui contiennent de faibles concentrations de sels neutres. Et c'est d'ailleurs ce qui se trouve dans la plupart des tampons au niveau des laboratoires. Parce que quand on veut faire un tampon d'extraction, on le prépare soi-même. Donc, en
on rajoute un petit peu de NaCl, faible concentration, vous voyez, 0,1 M, ça donne une force libre de 0,1 M, mais ça marche, ça augmente un petit peu le rendement d'extraction. Comment est-ce qu'on calcule la force libre d'une solution? Ça, c'est une formule que je vous demande de connaître. Donc la force libre d'une solution, c'est 1/2 de la somme pour chaque adhésion de la concentration multipliée par la charge de l'ion au carré. Donc plus la molécule elle a de charge, plus la force libre va augmenter de façon importante. Donc ça c'est pour les augmentations faibles de force libre. Donc première utilisation, faible concentration. Par contre, si on augmente la concentration, on va voir que la solubilité va finir par diminuer dangereusement. Concentration. Et ça, c'est ce qu'on a, ça Charge. correspond à une insolubilisation de la protéine, qu'on appelle en chimie le relargage par les sels. Et je vous ai mis la définition du relargage parce que c'est quand même pas un mot qu'on utilise tous les jours. C'est une technique de séparation chimique qui utilise l'ajout d'un électrolyte, chlorure de sodium, ou sulfate d'ammonium, pour provoquer la précipitation d'un composé, modifiant ainsi sa solubilité et permettant son isolement. Et ça marche super bien. Ça marche super bien. On va pouvoir appliquer ça à la purification des protéines. Mais avant de regarder la purification, comment est-ce que ça marche? Pourquoi est-ce que ça fait précipiter les protéines? Eh bien, quand on rajoute comme ça de grandes quantités de sel neutre dans une solution, et là, on n'est plus à 0,1 mol de chlorure de sodium, on peut monter très haut, eh bien, il va y avoir l'équivalent d'une déshydratation, c'est-à-dire que les protéines vont avoir une diminution de la disponibilité des molécules d'eau. Or, les protéines hydrosolubles qu'on utilise le plus souvent, elles interagissent avec l'eau. Donc si on les empêche d'interagir avec les molécules d'eau, c'est comme si on déshydratait le molécule. Et du coup, ça va augmenter les interactions hydrophobes. Et les protéines, elles vont s'accrocher entre elles par des liaisons hydrophobes, diminuer les interactions avec l'eau environnante par des liaisons électrostatiques, par exemple, ou des liaisons de type voilà, électrostatique, et du coup, elles vont précipiter. Donc ça va permettre de séparer les protéines qui n'auront pas toutes la même affinité ou la même solubilité dans l'eau. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc je vous dis, toutes les protéines ne précipitent pas à la même force libre. Ça va permettre un fractionnement de mélange protéique par augmentation progressive de cette force libre. Et on va utiliser des petites molécules très solubles aussi, comme le sulfate d'ammonium. Vous voyez, on peut mettre 4 molaires de sulfate d'ammonium à une température aussi basse que 0 degré. Donc c'est beaucoup. Et on va pouvoir donc déshydrater les protéines. Les premières choses qu'on a essayé de faire, et ça c'était déjà l'industrie pharmaceutique, c'est de dire voilà, si je veux précipiter les protéines du sérum, qu'est-ce qui va se passer? Alors, en utilisant ce type de technique, eh bien, on a réussi, dès le départ, de façon assez simple, à séparer les protéines du sérum. Il y a des milliers de protéines dans le sérum, mais il y en a une qui est en concentration extrêmement importante, c'est l'albumine. Il y a pratiquement 60 grammes par litre d'albumine dans notre sérum. Et en fait, avec ces techniques, eh bien, quand on mettait 50% de la saturation en sulfate d'ammonium, donc à peu près 2 molaires de sulfate d'ammonium, on arrivait à précipiter toutes les globules. Par exemple, les immunoglobulines, qu'on appelle aussi les gamma-globulines. Par contre, l'albumine restait en solution. Alors c'est vachement intéressant, parce que si vous voulez purifier des immunoglobulines, vous utilisez cette technique-là. 2 molaires de sulfate d'ammonium, vous avez les immunoglobulines qui précipitent, l'albumine qui reste en solution, vous récupérez votre sang d'agent, vous le mettez de côté, et puis ensuite vous avez vos immunoglobulines que vous allez pouvoir purifier et en faire des produits de santé. Et puis après, bien après, il y a eu un monsieur qui s'appelait Kohn, qui a employé une méthode qui tenait compte à la fois
du pH, de la constante diélectrique du milieu parce qu'il utilisait l'éthanol, et puis qui jouait aussi sur la force ionique de la solution. Et en fait, il a réussi à séparer les différentes fractions des protéines du sérum en 5 fractions différentes. L'albumine restant toujours celle qui précipite au dernier, qu'on appelle la fraction 5. Et dans le laboratoire, on trouve bien souvent des petits flacons comme ceci, alors c'est de la bovine, c'est de la séromalbumine bovine, où il y a marqué en dessous fraction 5 de. Donc l'industrie utilise encore ces techniques qui sont vraiment anciennes pour produire en grande quantité de l'albumine purifiée. Donc, utilisation assez importante de ces composés. Il y a pratiquement des flacons comme ça de bovine, de BSA, de bovine séromalbumine dans tous les labos. Il m'a perdu. Alors bien sûr, je vous ai dit qu'il y avait des milliers de protéines à l'intérieur de ces fractionnements-là, et ça reste quand même quelque chose d'assez grossier, ça va être du réactif de laboratoire. On ne va pas aller perfuser à un patient de l'albumine sérique, de l'albumine d'origine bovine, qui a été fabriquée par cette technique-là. Mais par contre, pour produire des réactifs de labo, c'est plutôt pas mal. Une notion qui n'est pas claire toujours pour tout le monde, la notion du poids et de la masse. Alors je vous livre la réflexion comme ça, je ne vous interrogerai pas là-dessus, mais quand même. Donc le poids moléculaire d'une molécule, on l'appelle aussi parfois la masse moléculaire relative, comme c'est relatif, est sans dimension. Alors, on dit que l'albumine, elle a un poids moléculaire de 67 kg. Sauf que quand même, généralement, on aime bien se rapprocher des unités. Et on parle le plus souvent de masse moléculaire, dont le symbole c'est M. Et cette masse moléculaire, elle est exprimée dans une unité qu'on appelle des daltons, dont le symbole est grand D petit a. Et là, on va dire que l'albumine, elle a une masse de 67 000 daltons. Et pour se simplifier la vie, on dit que sa masse est de 67 kg daltons. C'est comme les kilo-euros, sauf que là, ce sont des daltons. Voilà. Donc ça, c'est pour que les choses soient claires pour vous. Comment est-ce qu'on va étudier cette masse moléculaire? Eh bien, je vous ai mis plusieurs techniques qu'on va étudier, que je ne pense pas avoir le temps de toutes vous faire, mais sachez qu'il y a la technique de dialyse, qui est plutôt sympa sur le plan pédagogique, la technique de filtration solaire, qui est encore plus sympa d'un point de vue pédagogique, et puis aussi il y a les techniques d'électrophorèse, en gel de polyécrilamide avec du SDS. Et puis il y a aussi des techniques de Western Blot, mais j'aurais vraisemblablement pas le temps de vous raconter tout ça, parce qu'on nous a diminué nos horaires de cours. Alors, la dialyse. Alors, quand on dit dialyse, pour tout le monde, on imagine les patients qui ont une insuffisance rénale et qui doivent subir une épuration extra-rénale. Et finalement, le principe est assez proche de celui que je vais vous décrire ici. La dialyse, pour séparer des protéines ou purifier des protéines ou il n'y a pas d'application, elle est basée sur l'aptitude des molécules, donc des molécules globulaires en milieu aqueux, et sur leur propriété à traverser une membrane de porosité définie. Vous voyez, des membranes qui comportent des pores de ce type. Bon ben, clairement, les protéines de petite taille vont pouvoir passer par ces pores-là aussi, mais les protéines plus grosses, elles ne pourront pas passer par les petits pores. Donc ça peut être un moyen, si on arrive à produire une membrane suffisamment régulière, avec des pores qui soient très bien définis, on va pouvoir séparer des protéines en fonction d'un cut-off, c'est-à-dire d'un seuil. Et il y a des membranes de dialyse
pour des cutoffs de 30 kDa, 70 kDa, 180 kDa. Comment est-ce qu'on fonctionne? Eh bien, imaginez ici que vous avez un mélange de deux protéines, l'albuline qui va être les petits points verts, par exemple, et puis une immunoglobuline qui est plus grosse qui va être les petits points rouges. Et vous voulez concentrer les immunoglobulines et vous débarrasser des protéines de plus petite taille dans l'albuline. Eh bien, vous prenez votre milieu biologique, vous le mettez dans un boudin de dialyse dont la porosité va être définie pour que les protéines de petite taille comme l'albuline puissent sortir du boudin, mais pas les immunoglobulines. Et puis, il y a un phénomène passif qui va se mettre en route. Alors c'est de la probabilité, hein. Vous avez des protéines, elles vont taper contre le boudin, et puis si elles peuvent passer par un trou, elles vont entrer, hop, ressortir le trou. Donc ça va prendre un certain nombre d'heures, ça peut prendre toute une nuit par exemple, et le lendemain matin, vous arrivez, et toutes les concentrations entre l'intérieur du boudin et l'extérieur du boudin vont s'égaliser. Et puis les protéines qui n'ont pas pu sortir du boudin vont être restées concentrées, bloquées à l'intérieur. Ça vous permet de faire plein de choses, ce type de technique. Éliminer les sels après relargage. Vous récupérez le flocculat de la protéine qui a précipité, vous le mettez dans votre boudin de dialyse, et puis ensuite vous faites une dialyse pour éliminer tout le sulfate d'ammonium. Ou alors vous avez dénaturé une protéine par de l'urée, pareil, même technique pour éliminer l'urée. Ou enfin, isoler des immunoglobulines, alors c'est un petit peu l'exemple que je vous ai donné, à partir d'une acide de souris, quand on veut produire des anticorps monoglobulines. Voilà le principe de la dialyse. Alors bien sûr, je suis gentil avec vous, je ne vous fais pas toutes les équations, le calcul du volume d'une protéine en fonction de sa masse moléculaire. Enfin, il y a des possibilités de calcul physique assez complexes. Autre technique, la chromatographie d'exclusion-diffusion ou technique de filtration sur gel. Alors, ça, c'est une technique absolument géniale. Le mec qui a inventé ça, franchement, super. Alors, elle est basée sur la relation entre le poids moléculaire et la taille des protéines. Donc imaginez que les protéines globulaires, donc celles qui sont solides dans l'eau, on imagine qu'elles vont adopter une structure globulaire, donc assimilée à une sphère. Imaginez que le volume d'une sphère, c'est 4 tiers de pi R3, mais bon, je ne vous ferai pas d'exercice là-dessus parce que c'est quand même pas très sympa. Mais voilà, plus la protéine est grande, plus son rayon de Stokes va augmenter et plus son volume va correspondre à une sphère de plus en plus grosse. Alors quel est le principe? Eh bien, vous voyez, on a constitué des gels comme ceci qu'on met dans des colonnes de purification. Donc des gels qui sont des polymères du glucose. Donc tout ça, c'est plein de molécules de glucose qui sont liées entre elles par des liaisons covalentes. Par exemple, j'ai mis un nom ici de marque que je ne répéterai pas parce que je ne suis pas censé citer qu'une seule marque. Et ces molécules de glucose vont former entre elles un réseau tridimensionnel. Ok? Et en fait, ici, vous avez représenté une petite bille de polymère de glucose. Et la phase qui va permettre la séparation des protéines, en fait, elle est composée de milliers de billes. Donc, on va prendre ces billes sous forme de poudre, on va les mélanger à un tampon. Ça va former une espèce de machin un peu visqueux et on va remplir la colonne. Ensuite, on va faire couler du tampon par-dessus de manière à ce que votre colonne elle soit bien homogène et elle ne soit plus composée que de ces espèces de petites billes les unes à côté des autres. Et ensuite, on va mettre au sommet ici un mélange de protéines et on va faire la séparation des protéines en fonction du principe suivant. La vitesse de propagation des protéines au travers du gel va
être fonction du poids moléculaire. Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, on peut jouer sur la porosité, faire des jets plus ou moins poreux avec une grande porosité, une petite porosité, mais c'est pas le problème. Imaginez une protéine qui arrive devant une bille. Alors, il y a des millions de billes dans la colonne, hein, mais juste déjà sur une bille. Si la protéine a une petite taille, donc un petit volume, elle va pouvoir entrer dans la bille, puis elle va suivre un trajet à l'intérieur de cette bille assez compliqué, parce qu'elle aura plein de possibilités d'entrer dans plein de trous par lesquels elle va pouvoir se faufiler. Ok? Imaginez une autre protéine un petit peu plus grande. Cette protéine-là, mettons qu'elle puisse entrer dans le gel, mais finalement, elle aura moins de possibilités de se frayer un trou, puisqu'il y a des petits orifices qui seront trop petits. Donc, finalement, elle aura un trajet moins long dans cette bille. Une fois qu'elle est sortie de là, elle va aller dans la bille suivante, etc., etc., jusqu'à traverser toute la colonne. Après, imaginez le cas d'une protéine qui est beaucoup plus grande que les autres et qui, elle, ne peut pas entrer dans les billes. On dit qu'elle est exclue du gel. Si elle est exclue du gel, ben elle fait le tour des billes, très rapidement. Elle n'a pas un chemin très long, très compliqué à faire, elle sort très vite. Donc en fait, vous avez compris que l'ordre de sortie des protéines de la colonne va être inversement proportionnel à leur taille. Plus elles sont petites, plus elles vont mettre du temps, parce qu'elles auront un chemin très long et très complexe à faire, et plus elles sont grosses, plus elles vont sortir rapidement. Alors il y a peut-être un mot qui vous embête ici, c'est l'ordre d'élution. L'élution, c'est le fait de faire sortir des composés biologiques d'une colonne. Et pour ceux avec lesquels on parlera de chromatographie, on en reparlera encore de l'élution. Donc l'ordre d'élution des protéines suit l'ordre des poids moléculaires décroissants. Alors un petit schéma pour vous montrer ça. Donc imaginez, vous avez votre colonne ici, vous mettez votre préparation de protéines et vous allez faire couler le tampon. Et donc le tampon va aller entraîner les protéines au travers de la colonne, et puis au bout d'un moment, elles vont se séparer, elles auront des vitesses de diffusion différentes dans la colonne, et vous allez avoir, d'abord, si on mesure la densité optique à 275 nanomètres en sortie de la colonne en fonction du temps, on a d'abord les grosses protéines, les protéines intermédiaires et les petites protéines. Alors c'est sympa à la fois pour purifier des protéines, c'est sympa pour savoir si quand je mets une seule protéine, est-ce qu'elle sort sous la forme d'un seul pic, ou deux pics, ou trois pics? Parce que s'il y a plusieurs pics, ça veut peut-être dire que cette protéine, elle existe à des états d'oligomérisation différents. C'est forme de monomère, de dimère, de trimère, de tétramère. Et j'avais un de mes patrons qui disait il n'est de science que quantitative, et effectivement, on peut faire des calculs sur. On peut déterminer la masse moléculaire d'une protéine par ce type de calcul, avec quelques paramètres seulement. Imaginez pour une colonne donnée, donc colonne qui a une longueur donnée, un diamètre donné, et qui contient un certain nombre de billes du gel. On va déterminer V0 comme étant le volume de solvant extérieur au gel. Donc c'est tout le volume de solvant qui est dans la colonne, mais qui n'est pas contenu à l'intérieur du gel, et qui n'est pas le gel lui-même. Ça s'appelle donc V0 le volume mort. Et à côté de ça, vous avez VI, le volume intérieur, c'est le volume de solvant qui imprègne le gel. Parce que rappelez-vous, les billes, elles sont composées de plein de petits trous, donc le solvant peut entrer à l'intérieur des billes. Et donc, il y a des savants qui ont identifié cette formule que je vous demande de connaître. Pour une colonne donnée, le volume d'élution, donc c'est le volume de solvant qu'il va falloir faire passer sur la colonne pour faire sortir de la colonne le composé qu'on veut étudier. Donc le volume d'élution pour une molécule donnée va dépendre à la fois du volume mort, du volume intérieur, mais aussi
d'une constante Kd qui est la constante de diffusion. Et cette constante de diffusion, elle va dépendre directement de la taille de la molécule. Selon la formule, volume d'élution est égal volume mort plus constante de diffusion multipliée par volume intérieur. Ce n'est pas une formule trop compliquée, je vous demande de la connaître. Et vous allez avoir des exercices en 2D là-dessus pour vous familiariser un petit peu avec la façon de l'utiliser. Maintenant, cette constante de diffusion, je l'ai dit, elle varie en fonction de la taille de la molécule et elle va varier en fait de 0 pour les très grosses molécules, celles qui sont exclues du gel. Et regardez, si la constante est égale à 0, le volume d'élution est égal au volume mort. Donc le volume qui est extérieur au gel. Ça, c'est assez facile à relier. Par contre, les toutes petites molécules, idéalement, vont avoir une constante qui va tendre vers 1. Et si cette constante de diffusion est égale à 1, le volume d'élution sera égal au volume mort plus au volume intérieur. Alors bien sûr, on n'est jamais à 1, on se balade toujours entre les deux. Comment est-ce qu'on pratique? On fait pour déterminer la masse moléculaire d'une protéine. Eh bien tout d'abord, on va étalonner la colonne. Il y a des sociétés comme, pas de sociétés, qui produisent des préparations sous forme de poudre, de protéines extrêmement pures. On sait qu'il n'y a qu'une seule protéine dans la poudre, et on va pouvoir la mettre en solution, et on va pouvoir faire passer les différentes protéines. Vous voyez ici du cytochrome avec 13 kg d'atomes, ici c'est de la sérum albumine bovine, 67 kg d'atomes, etc. La catalase, 230 kg d'atomes, etc. C'est une grosse molécule. Donc on va faire passer une protéine à la fois, et pour chacune des protéines, on connaît son point moléculaire, et on va déterminer son volume d'élution. On connaît aussi le volume mort de la colonne, et donc on va faire un petit graphe comme ça, où on va rapporter le volume d'élution divisé par le volume mort, en fonction du logarithme du poids moléculaire de la protéine, et on arrive à tracer une très jolie droite. Et une fois qu'on a fait ça, on prend la protéine qu'on voulait étudier, on la fait passer sur la colonne, on détermine son volume d'élution, on calcule le volume d'élution divisé par le volume mort, on le rapporte sur la droite d'étalonnage, et ça vous donne ici le logarithme du poids moléculaire de la protéine. C'est QFD. Ça, c'est un petit peu d'image pour vous montrer que ces techniques peuvent être utilisées au laboratoire avec de toutes petites colonnes, voire des colonnes un peu plus grosses déjà, mais aussi dans l'industrie, on a des colonnes qui font plusieurs mètres de profondeur pour des préparations en très très grande quantité. Donc ce qui est génial, c'est que c'est vraiment adaptable en fonction de l'échelle à laquelle on va se trouver confronté. 13 minutes. Voilà, pour qu'on finisse 3h43. Alors, pour finir, on va parler un petit peu des propriétés électriques des protéines. Donc, rappelez-vous, les acides aminés, c'est des molécules amphotères, et leurs propriétés vont se retrouver aussi au niveau des protéines. Avec l'idée que la charge globale d'une protéine va varier avec le pH, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Rappelez-vous, au point isoélectrique, la protéine elle est neutre. Et ça, on peut faire des petits calculs sur des peptides. 2-3 peptides, un peptide avec 6-7 acides aminés, 1 ou 2 acides aminés dits basiques, 1 ou 2 acides aminés diacides, et puis on peut calculer un point isoélectrique, on peut demander à quel pH est-ce que l'acide aminé va être positif, ou négativement, est-ce qu'il va migrer vers un pôle positif ou vers un pôle négatif. Donc il y a des possibilités de faire des exercices. Excusez-moi, c'est pas ma finalité, je suis pas là pour faire des exercices, je suis là pour vous apprendre des trucs, mais voilà, sachez que là on peut, il faut que vous soyez à même de réfléchir sur, voilà, j'ai un petit peptide,
8 acides aminés, il y en a des positifs, des négatifs, on me donne leur charge, leur pKa, je dois être capable de calculer un point isoélectrique. Ça, il faut que vous soyez capable de le faire. Donc, avec comme point de repère, au point isoélectrique, l'espèce, que ce soit un acide aminé, que ce soit un oligopeptide, que ce soit une protéine de 230 kilodaltone, la charge globale est 2. En dessous du point isoélectrique, c'est chargé positivement, au-dessus, c'est chargé négativement. Donc, d'un point de vue électrique, quand vous êtes dans un champ électrique, si vous êtes chargé positivement, vous allez aller vers l'électrode négative. Si vous êtes chargé négativement, vous allez aller vers l'électrode positive. Si vous êtes au point isoélectrique, vous n'allez pas bouger. Donc voilà, tout ça, ça va conditionner la charge. Quelques propriétés électriques et leurs applications. Application du caractère amphotère, point. La précipitation au point isoélectrique. On a vu tout à l'heure qu'au point au pH isoélectrique, les protéines avaient une solubilité diminuée. Donc si on veut faire précipiter une protéine, on va tout naturellement essayer de se mettre au pH isoélectrique. Ça sera plus facile de la faire précipiter. Soit pour l'isoler, soit pour essayer de l'obtenir et de la faire cristalliser après, pour faire des études de diffraction aux rayons X et déterminer sa structure tridimensionnelle. Et puis à côté de ça, technique de chromatographie d'échange ionique. Et ça permet aussi de fractionner des mélanges protéiques, mais là de façon un petit peu plus automatisée que ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant. Je vais vous donner un exemple là. On utilise pour ça des phases qu'on appelle des phases stationnaires, qui sont des polysaccharides insolubles substitués. Imaginez des petites billes de cellulose, d'agarose, sur laquelle on va greffer par chimie des groupements. Groupements qui peuvent être chargés positivement. Alors, un bon truc stable, c'est les ammoniums quaternaires, comme vous avez représenté ici. Et donc, le diéthylaminoéthylcellulose, DEAE-cellulose, va permettre d'avoir une phase stationnaire chargée positivement et qui va être un échangeur d'anions, donc des molécules chargées négativement. Et puis dans d'autres cas, on va préférer utiliser un échangeur de cations. Et là, cette fois-ci, on va utiliser de la cellulose sur laquelle on aura greffé du groupement carboxyméthyle. Donc vous avez ici, voilà, carboxyméthylcellulose, chargée négativement, et donc elle va échanger des cations, elle va fixer des molécules positives. Je vous ai dit que c'était des petites billes, ça va vous rappeler un petit peu la chromatographie d'exclusion-diffusion avec les petites billes de polysaccharides de tout à l'heure. Ben, c'est le même principe. On a des poudres qu'on va mettre dans l'eau et on va constituer un gel au travers duquel on va faire passer les protéines. Et comment est-ce que ça fonctionne? Donc imaginez le cylindre rempli de gel. Vous mettez vos protéines au-dessus et vous les faites passer dessus, entraînées par un tampon. L'idée, c'est de se mettre, par exemple, si on travaille avec de la diéthylaminoéthylcellulose, on va se mettre un pH où toutes les protéines sont chargées positivement. À ce moment-là, on va faire passer les protéines dans le gel, forcément un gel plutôt avec un tampon acide, elles vont être chargées positivement, elles vont se fixer, c'est tout l'inverse, c'est pas ça, c'est une connerie. Une minute, excusez-moi. Diéthylaminoéthylcellulose est chargée positivement, il faut que les protéines soient chargées négativement pour qu'elles puissent s'accrocher sur le gel. Donc on va se mettre à pH alcalin, pH 8,6 par exemple. Elles sont toutes chargées négativement, elles s'accrochent sur le gel. Elles sont toutes fixées. Et puis après, petit à petit, on va abaisser progressivement le pH, très lentement. Et d'un seul coup, quand on arrive au point isoélectrique d'une protéine, celle-ci n'est plus chargée, elle va se décrocher du gel, elle va sortir du gel. Et ça, c'est extrêmement utile parce qu'on peut être très précis sur la façon dont on va abaisser le pH progressivement et faire sortir les protéines. Donc, on parle d'élution différentielle en fonction de leur charge électrique. Alors, un petit exemple, comment est-ce qu'on interprète ça? Eh bien, pareil, on va suivre la densité optique du milieu en sortie de colonne en fonction du temps. Alors, généralement, on travaille avec un pH donné.
On fait une injection de nos acides, de notre mélange protéique. Et puis, une minute après, on commence à voir l'aiguille qui se met à faire des zigzags. Et on sait que c'est ce qu'on appelle le fond de solvant. C'est le liquide dans lequel les protéines se trouvaient qui va sortir de la colonne. Et donc, le détecteur est suffisamment sensible pour voir la différence. Mais les protéines, elles sont restées coincées dans la colonne, puisqu'elles sont accrochées. Et puis ensuite, progressivement, on va faire varier le pH. Alors, dans l'exemple ici, on augmente le pH progressivement. Et puis, lorsque le pH correspond au pH isoélectrique d'une protéine, celle-ci va commencer à sortir de la colonne, sous forme d'un pic. Hop, une fois. Alors, elles ne sortent pas toutes en même temps. Hein. Il y a un petit temps quand même de sortie. Et puis ensuite, on continue à faire croître le pH ici. D'un seul coup, on arrive à avoir parfois des protéines qui sont très proches l'une de l'autre, comme ça. Alors, c'est un peu gênant, c'est pas toujours très facile à interpréter. Donc, il va falloir qu'on modifie le protocole, par exemple. On peut jouer sur la pente d'augmentation du pH et le faire augmenter encore plus lentement, pour que le moment où on arrive au point isoélectrique de cette protéine-là et de cette autre protéine soit séparé dans le temps, de façon à arriver à les séparer. Et puis une fois qu'on a fini notre séparation, on ramène le pH à l'état de base et hop, on peut injecter un deuxième échantillon. Donc ça marche sur des très petites quantités pour faire de l'analytique ou des quantités plus grandes pour faire de la production. Avec un exemple qu'on utilise au laboratoire. Donc vous avez ici une petite machine de chromatographie avec un petit module pour la programmer. Ici vous avez une colonne de purification. Donc vous voyez, les colonnes elles font 8 mm de diamètre, 5 cm de long. Les différents tampons ici, des portoirs sur lesquels on va placer les échantillons. Et cet automate va permettre d'étudier les différentes hémoglobines qui sont situées dans un échantillon biologique. Et on va avoir des petits graphes qui vont sortir comme ça. La séparation des différentes espèces dure à peu près 7 minutes. Donc c'est un échantillon toutes les 7 minutes. Vous voyez, on arrive à faire facilement une cinquantaine d'échantillons, une soixantaine d'échantillons dans la journée. Et en fait, la machine va vous indiquer les différentes fractions qui sortent. Alors comme ça, comme tout ça c'est extrêmement standardisé, on sait exactement quelle protéine sort à quel moment. Et la machine va vous dire, voyez-vous, ici c'est l'hémoglobine fétale, il vous calcule l'air sous la courbe des différents fragments. Donc ici on sait qu'on a 0,6% d'hémoglobine fétale, on a 48% d'hémoglobine A, qui est l'hémoglobine majoritaire chez la plupart des gens, 7% d'hémoglobine A2, c'est un peu beaucoup, et on va trouver une hémoglobine ici, qui est une hémoglobine qu'on trouve dans certaines populations africaines, bien souvent, et qui conduit à une pathologie qui s'appelle la drépanocytose. Et je crois que je vous parlerai de la drépanocytose à un autre moment. Et en fait, donc voilà, c'est la séparation des différentes formes de l'hémoglobine se fait parce que, en fait, dans la drépanocytose, il y a une modification d'un acide aminé, en position 6 de la chaîne bêta, c'est un acide glutamique qui devient une valine. Donc l'acide glutamique, en principe, c'est chargé positivement, la valine, c'est pas chargé. Ça va modifier complètement le point isoélectrique de la protéine. Et dans cette technique de chromatographie d'exclusion différente, eh bien ici, vous avez l'hémoglobine, on va dire, j'aime pas le mot normal, mais qu'on appelle white type, donc l'hémoglobine sauvage, et ici l'hémoglobine mutée, qui sortent à des moments différents. Tout simplement parce qu'il y a un acide aminé de différence dans la structure des différentes chaînes protéiques. Donc, technique rapide, utilisable en routine, extrêmement fiable, extrêmement rapide. Et voilà. Je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous raconter. Bon courage pour la suite. Je crois que ça va partir. Et on va se revoir la semaine prochaine. À partir de
À partir de constante électrique, il m'a perdu. Quand elle a parlé, quand il y avait le code sel et tout, là, je suis parti. Moi aussi. Je mets le cours en ligne tout à l'heure en rentrant à l'hôpital. Merci.